Cette semaine à Info Témis, un projet de famille d'accueil au Témiscamingue, secondaire en spectacle, bilan du carnaval de Lorrainville, vaccination mobile en région, discussion pour la journée des droits de la femme et rencontre avec l'ancienne et la nouvelle direction du parc au Pémican. Bonjour à tous. Pour commencer, le Carrefour Jeunesse Emploi du Témiscamingue lance son projet de famille d'accueil, soucieux d'assurer l'échange interculturel et l'adaptation accélérée des nouveaux Témiscamiens. Rencontre avec l'organisatrice du projet, une famille d'accueil locale, mais aussi Moussa qui a bénéficié de cette opportunité à son arrivée. Le projet de famille d'accueil, c'est vraiment un projet pour pouvoir permettre aux Témiscamingues d'accueillir nos personnes migrantes qui viennent et qui sont à la recherche d'un logement au départ. Donc, leur rôle, c'est vraiment d'offrir sur une courte durée à ces personnes-là un logement, mais aussi leur permettre aussi de s'intégrer un peu plus facilement dans le milieu. Donc, imaginez-vous si quelqu'un quitte par exemple la Tunisie et qui vient, c'est bien qu'au réveil dans la maison, qui trouve quelqu'un avec qui discuter un peu, ça facilite aussi un peu son intégration. Donc, c'est vraiment ça, là. C'est vraiment accompagner la personne qu'il y a en toi au début et puis après, mieux s'intégrer. Il faut que les personnes ils doivent être majeurs, ne doivent pas avoir d'antécédents judiciaires, mais ils doivent avoir quand même le désir de l'intégration de la personne immigrante. Il doit quand même aussi avoir des chambres de disponibles, mais de préférence des chambres privées, là, pour que la personne, s'il a des moments où elle veut rester seule, qu'elle s'isole un peu. Il a aussi les valeurs telles que l'engagement, l'entraide, la compassion, qu'on aimerait bien que la personne ait là pour faciliter un peu les échanges et tout. Et je peux rajouter par rapport aux critères, quand on voit que la personne remplit ces critères-là, moi, j'appelle la personne, je fixe un rendez-vous avec la personne, je les rencontre et je leur demande, OK, de quoi vous avez envie en tant que personne immigrante que vous allez accueillir, sur quelle durée vous voulez accueillir la personne, quelle est la capacité de votre maison, est-ce qu'il y a des espaces communs, et aussi on aimerait bien que la personne immigrante participe en termes de loyer, mais vraiment un loyer symbolique. Donc on discute avec la famille d'accueil, qu'est-ce qui les arrange le plus. Donc, il aura à ce moment-là. Et après tout ça, quand nous, on a la personne qui convient, on les réfère. On va demander aussi à cette personne immigrante, OK, on a telle famille, voilà ses critères. Est-ce que toi, tu aimerais faire ce test, aller dans cette famille ou pas? Donc, c'est vraiment au choix de la personne immigrante parce qu'on ne peut pas aussi forcer quelqu'un qui parte et puis ça ne marche pas là. Donc, c'est vraiment, comme on a les critères, les caractéristiques de la famille d'accueil, on essaiera aussi de faire un jumelage indirectement là par rapport à la personne immigrante et tout. Quand j'étais arrivé seul parce que j'ai laissé ma famille à Laval. Donc, j'étais venu au mois de mai. Donc, comme les enfants étaient à l'école, donc je les ai laissés. Et ici, j'ai été accueilli dans une famille d'accueil. Donc, j'ai été bien accueilli. Donc, tout a été bien jusqu'à l'arrivée de ma famille. Donc, ils m'ont accueilli comme leur propre enfant. Donc, je n'ai pas vu de différence. À l'arrivée de ma famille, donc, on s'était installé directement dans notre appartement. Mais après l'arrivée, on a toujours gardé le contact parce qu'ils nous ont beaucoup aidés. Donc, et souvent, ils nous invitent à les joindre à leurs activités favoris. Ils nous ont montré beaucoup de coins. Donc, ils sont portés comme des guides touristiques parce qu'en tant que nouveaux arrivants, on ne peut pas tout connaître. Donc, ils ont montré de l'intérêt pour notre culture, donc nos cuisines et autres. Donc, ce qui fait que ça nous a beaucoup rassurés. Donc, on s'est senti comme chez nous. J'ai une grande admiration pour cette famille-là. Ils sont extrêmement débrouillards, puis avec un souhait sincère de pouvoir s'adapter au Témiscamingue.
Puis la conjointe de Moussa, son épouse, elle faisait son cours pour être infirmière au cégep de Laval, puis elle a complété à Rouyn-Noranda. Elle a réussi ses examens, donc c'est un atout vraiment intéressant pour le Témiscamingue d'avoir une nouvelle infirmière. Puis avec les enfants aussi, là, nous, on a des petites filles, donc leurs grandes filles sont amies avec nos petites filles. Là, puis c'est bien, j'étais contente qu'il y ait un contact parce que des personnes de race noire, on n'en côtoie pas tant que ça. Puis je trouve que c'était vraiment intéressant d'observer les interactions au début là, des petites avec cette famille. Je pense que ça aide énormément à briser les préjugés. C'est parce qu'on peut avoir des craintes, on ne connaît pas soit la religion, soit le pays d'origine, puis de pouvoir vivre, puis d'avoir des contacts, puis de connaître les gens un à un, tu sais, de façon individuelle avec les personnes. Je pense qu'on voit qu'on a des valeurs communes, hein, que ce soit le respect, l'amour de la famille, l'importance de la famille. Puis c'est ces liens-là qui vont faire en sorte que les gens vont rester. Je pense au niveau des nouvelles personnes là, qui vont arriver au Témiscamingue, là, quand ils peuvent créer des liens avec les familles. Puis les gens qui vont venir au Témiscamingue, c'est des gens qui vont être aventuriers de toute façon, hein, qui vont avoir envie de l'expérience puis qui vont avoir envie d'un défi. Fait que si on est là pour leur faciliter la tâche dans les premières semaines de leur séjour, je pense que c'est beaucoup plus garant qu'ils vont rester avec nous. Puis ça va juste aider à enrichir notre population ici au Témiscamingue. Là. Je recommande fortement parce que ça aide beaucoup. Ça aide beaucoup. Premièrement, cette famille d'accueil-là peut servir comme de référence parce que si tu viens dans un nouveau endroit là, donc souvent il y a des gens qui sont réticents, donc si il y a une référence là, facilement tu vas t'intégrer. Donc par exemple, moi, à part le fait d'être des référents, donc souvent ils nous proposent des aides pour garder nos enfants, ou bien s'il y a des activités, ils nous invitent, ou bien ils nous informent, parce que souvent on n'est pas au courant de tout. Puis je souhaite que d'autres familles embarquent là, dans ce projet-là parce qu'on a besoin de ça au Témiscamingue. On veut avoir des nouveaux arrivants, on a besoin de main-d'œuvre. Et que je pense qu'on a une responsabilité comme résident là, du territoire d'être accueillant. Puis, si on a voyagé soi-même, je pense qu'on peut tous se souvenir que si on a eu des contacts avec des locaux qui nous ont montré leur coin de pays, qui nous ont fait découvrir des endroits formidables, ça fait partie des souvenirs les plus remarquables qu'on a de nos voyages. Fait que je pense que c'est la même chose pour les gens qui viennent au Témiscamingue. Là, s'il reste un peu le contact avec les personnes de la place, c'est ce qui va être probablement marquant, là, l'expérience affective là, du début. Là. Ça a beaucoup facilité mon intégration et l'intégration de ma famille. Et surtout les enfants aussi, parce qu'ils ont eu beaucoup d'amis. Donc, si ça n'a pas été le cas, je pense que ça serait un peu difficile pour nous, l'intégration. Ouais. Donc, parce que pour s'intégrer, c'est un long processus. Donc, vous voyez, avec la famille d'accueil, ça a accéléré les choses. En 2022, un plan de relance flexible a été déployé pour la tenue de secondaires en spectacle malgré la pandémie. Nous sommes partis à la rencontre des finalistes à l'école Marcel Raymond à Lorrainville. Secondaire en spectacle, c'est québécois. C'est un regroupement, puis même, je dirais canadien plutôt. Mais au Québec, c'est un regroupement de différentes régions qui font une finale régionale. Et avant même de se rendre à la finale régionale, on a une petite finale locale. Donc, chacune des écoles, les artistes intéressés, les jeunes intéressés plutôt, s'impliquent de différentes manières. On a les jeunes journalistes qui peuvent justement chapeauter le projet, le spectacle. Ensuite, on a nos jeunes techniciens, notre jeune animateur comme aujourd'hui Adrien Giaro. Bien sûr, on a aussi nos jeunes artistes qui, ici, là, cette année, on a un regroupement de, je dirais, là, 6 filles et un garçon pour nos artistes. J'aime chanter depuis toujours, mais c'est la première fois que je fais secondaire en spectacle, justement. Parce que ça me tente d'avoir plus d'expérience de scène, puis c'est ça. J'aime chanter depuis que je suis toute petite, puis depuis secondaire 1, j'ai jamais participé à secondaire en spectacle. Puis je me suis dit que ça serait une bonne façon de montrer à tout le monde mon talent pour la chanson. C'est ma dernière année, puis j'avais pas envie de, à cause de la COVID, mettons, de manquer pareil ça. Puis j'aime ça participer. Je trouve que chanter, ça l'apporte à s'exprimer, exprimer ce que tu ressens, exprimer ce que tu penses. Fait que j'utilise la musique pour exprimer mes émotions. Puis je trouve que c'est un beau moyen pour passer des beaux messages.
Les années varient, les expériences varient aussi. Comme cette année, c'est une année un peu particulière, là, comme qu'on a pu voir là, avec la version un peu plus en virtuel. Ben moi, ça me rend heureux parce que justement, on peut continuer à faire des projets. Mais ce qui est dommage aussi, c'est de voir la réaction du public. Fait que, bien sûr, je ne m'inquiète pas qu'à la maison, TV Témis va permettre d'avoir des belles réactions, des gens heureux, de partager la culture. Mais en même temps, si vous croisez les jeunes dans la rue, vous les reconnaissez, peut-être leur dire que vous avez aimé leur spectacle parce que ça fait toujours plaisir en tant qu'artiste de se le faire dire. C'est ce qui manque un peu dans la version virtuelle. Simon Gélina, maire de Lorrainville, dresse le bilan du carnaval de cette année et nous parle de la Galerie Hivernale, une collaboration avec le Théâtre du Rift. Écoutez, cette année, on avait, oui, bien sûr, la Galerie Hivernale, mais on avait une disco patin, on avait un groupe là, qui se donnait en spectacle à l'extérieur, on avait la glissade Transport des Barrettes et Fils aussi, où on prêtait aussi les tubes cette année. Le carnaval a investi cette année pour qu'on puisse prêter ça aux familles. Et ensuite, bien, on avait un peu de tout, ça c'est sûr. On avait le rallye, on avait des choses qui venaient englober ça. Encore une année, je vous dirais, hors norme. Il fallait s'adapter encore. Je te dirais que c'est encore plus compliqué que l'an passé. C'est encore plus incertain comme édition parce que, écoutez, je pense que les normes sanitaires étaient encore plus sévères cette année qu'à l'an passé. Mais écoutez, Carnaval, on est là pour pouvoir faire une édition. On le fait tout de même pour qu'on puisse dynamiser les gens. Donc vous êtes globalement satisfait de cette édition malgré les obstacles que vous avez rencontrés avec les restrictions? Oui, mais je te dirais qu'en plus, on avait eu un autre obstacle. Mère Nature était un grand obstacle cette année avec les vents qu'elle nous a envoyés le samedi et le dimanche. Encore là, on a dû s'adapter pour le groupe parce qu'il devait, lui, chanter un peu partout dans la municipalité, se promener sur une remorque. Encore là, on a dû s'adapter pour pas que nos musiciens aient froid. Alors, on a fait ça au Centre Richelieu, à l'extérieur, mais en dessous d'un toit, à l'abri du vent. Fait que on est tout de même satisfait, mais c'est sûr que l'achalandage a été beaucoup moindre à cause de la température. Les feux d'artifice avec le vent qu'il y avait trop fort, on n'aurait pas eu le spectacle qu'on aurait dû avoir en réalité. Alors les feux sont reportés, la date n'est pas encore déterminée par contre, mais ça s'en vient sous peu, là, le comité, on va regarder tout ça. Les glissades avec Transport des Barrettes et Fils, là, c'est ça qu'on a fait. On a fait Transport nous a fait 2 beaux couloirs de glisse à côté du Centre Richelieu. Et là, le Carnaval s'est procuré là, 20 tubes qu'on pouvait laisser aux gens pendant les 2 journées. Fait que c'est vraiment... Puis les commentaires étaient vraiment, vraiment bons de la part des petites familles, là, parce que justement, c'est un beau service. C'est pas tout le monde qui a les moyens de se procurer un tube puis d'en avoir un pour chacun d'eux. Alors, d'arriver là, d'avoir un tube, et c'est quand même moins dangereux de glisser avec un tube que de glisser avec une petite secoupe en plastique. Disco patin, je dirais qu'on a environ 200 personnes là, qui sont venues au disco patin. Fait que quand même, la patinoire a été achalandée pour la soirée. On était bien heureux de ça. Et qui a gagné le concours de sculpture de neige, pardon? Les sculptures de neige, c'est Marie-Pierre Gélineau là, qui a fait une belle sculpture d'une jolie poupée. Fait que Marie-Pierre et sa famille se sont mérités, eux, justement, un tube pour glisser là, 2 places là, pour que, justement, ils puissent profiter des jours d'hiver en famille. Le dimanche après-midi, les gens pouvaient faire un rallye partout dans la municipalité. Ils se promenaient, il y avait des indices, un peu de tout. Fait que les gens pouvaient, justement, c'était une belle activité. On a eu une belle participation pour le rallye. On était très contents là, que les gens se joignent à cette activité-là. Écoutez, avec l'illumination qu'on a ici, bien, ça rend vraiment la forêt magique. C'est sûr que le jour, on va voir d'autres choses avec vraiment des œuvres de chacun et chacune. Fait qu'on remarque différentes choses. C'est vraiment, on est vraiment, on se sent carrément dans un autre monde quand on rentre ici en soirée. Puis ce qui est le fun, c'est que c'est qu'à 2 pas du village. Les gens n'ont pas à faire des kilomètres pour se rendre à la forêt. C'est tout proche. Comment vous avez choisi les artistes qui ont participé à créer cette belle galerie? Bien, premièrement, on avait Émilie Bécoté l'année passée qui avait fait toutes les stations. Et cette année, Émilie nous a suggéré des artistes pour qu'on puisse les approcher. Donc, on a approché des gens. Puis encore là, bien, carnaval de 3 semaines, 1 mois d'avance. Fait qu'on avait des artistes vraiment willing qui ont voulu embarquer dans cette expérience-là. Puis, il y avait aussi des choses déjà faites.
Fait qu'on ne voulait pas non plus leur imposer un thème parce qu'on ne voulait pas que ce soit trop difficile pour eux. Mais écoutez, on a trouvé des artistes super le fun. Puis ce qu'on aime, c'est qu'on a pour les familles, on a pour tous. Là. On a le Christian Paquette qui a fait le visage qui reflète la vie agricole du Témiscamingue avec que des noms qui proviennent de personnes élevées sur une terre ici au Témiscamingue. Fait que ça, c'est vraiment, écoute, vraiment beau. Émilie Bécoté, Francine Plante, Carole Kruger. Fait qu'on a vraiment heureux de tout ça. Janice Wabi aussi qui a fait les capteurs de rêve. Ça vient rajouter un beau plus dans cette forêt-là. Et bien sûr, cette année, l'ajout de tout l'éclairage au centre de la forêt, qui vient éclairer chacune des œuvres, avec l'intro-musique, là, ça a fait vraiment quelque chose là, de très beau. J'aimerais remercier les partenaires financiers encore là qui se sont rejoints à la dernière minute pour venir supporter notre belle 57e édition. Fait qu'on a Transport des Borettes, comme j'ai dit, la glissade. On a Construction Francis Roy, que eux se sont joints pour le spectacle là, qui était à l'extérieur. On a Desjardins, la galerie hivernale Desjardins. Belle Humeur électrique aussi, qui est un très grand partenaire là, qui est venu nous aider cette année justement à mettre de l'électricité permanente ici dans la forêt pour justement qu'on puisse faire plus d'activités au courant de l'année. Fait qu'on Matériaux Jolette qu'on a avec nous, IGA Boutin, mais tu sais, ces personnes-là sont importantes pour nous autres. Ça nous permet de faire des éditions puis de pouvoir rester aussi actifs. C'est ce qui est important. On est 9 membres sur le comité du carnaval, puis c'est bien beau être 9 membres sur le carnaval, mais sans avoir des partenaires financiers, on ne pourrait pas avancer puis offrir ces activités-là aux citoyens du Témiscamingue et d'ailleurs, bien sûr. Katia Châteauvert, coordinatrice de la campagne régionale de vaccination contre la COVID-19, fait le point sur la vaccination mobile et le travail accompli au Témiscamingue depuis le début de l'année. Comment se passe cette campagne depuis le début de l'année? Bien, en fait, ça va très bien. On a eu un début de l'année très achalandé là, au niveau de la vaccination. On se rappelle là, qu'en janvier, là, beaucoup de personnes là, avaient hâte de venir chercher leur 3e dose. Vers la fin janvier, là, on a un bon taux de vaccination en Abitibi-Témiscamingue pour la première, la deuxième et aussi pour la 3e dose. Donc, on a eu une diminution vers la fin janvier. Donc, on a décidé de se rapprocher de la population de l'Abitibi-Témiscamingue en se déplaçant dans les points de service de CLSC pour rejoindre les gens qui sont peut-être moins capables de se rendre dans les grandes villes où nous avons nos sites de vaccination de masse. Donc, on a déployé là, des cliniques mobiles dans divers points de service, dont ici, au Témiscamingue, on a eu à date jusqu'à maintenant 4 cliniques mobiles qui nous a permis de vacciner 14 personnes quand même. On est bien content là, du résultat. Il nous en reste 2 qui vont se dérouler demain, le 9 mars. Dans le fond, on en a une à 9h30 à la Tulipe, au point de service du CLSC, jusqu'à 11h30. Et nous avons aussi celle de Rimini, qui est de 13h30 à 15h. On regarde aussi la possibilité d'en déployer des prochaines là, dans les prochaines semaines. Là. Nous vous tiendrons informés là, des développements à cet effet-là, parce qu'on a eu quand même une belle réponse au Témiscamingue. Donc, on souhaite réoffrir de la vaccination à proximité. Est-ce que ces 14 personnes qui sont venues se faire vacciner étaient venues pour leur première dose, deuxième dose? Ou un peu des deux? Bien, en fait, on n'a vraiment eu que des 3e doses au Témiscamingue. Donc, les 14 personnes là, qui ont bénéficié, là, c'était l'ensemble, c'était des 3e doses. D'accord. Et est-ce que ça a été un obstacle de déployer ces centres de vaccination mobiles? Non, ça s'est bien déroulé. Le fait qu'on les a déployés dans nos points de service de CLSC, on est déjà installés, donc c'était plus facile là, d'avoir accès aux locaux, puis dans certains secteurs, là, même à l'informatique aussi, parce qu'on a quand même des validations à faire avant de procéder à la vaccination. Donc, ça s'est bien déroulé. Puis, on a eu aussi une belle publicité. On a partagé la publication, là, dans le fond, au MRC, puis ça s'est bien déroulé là, dans chacun des secteurs. Là. D'accord. Et toi, en tant que directrice, tu te déplaces beaucoup entre les centres pour gérer. Comment ça se passe un peu à ton niveau? En fait, on a un gestionnaire dans chacun de nos sites de masse. Donc, bien sûr, on est en télétravail, en fait, depuis plusieurs mois. Donc, on a beaucoup de rencontres qui sont à distance. D'accord. Je me déplace de temps à autre. Puis là, c'est sûr que je vais me déplacer là, pour les prochaines semaines un peu partout en Abitibi-Témiscamingue parce qu'on est à réorganiser nos sites de vaccination parce que le fait que la diminution se voit dans les sites, puis on pense que ça va se maintenir encore.
On a quand même un objectif d'avoir toujours une offre de vaccination là, dans les prochaines semaines et les prochains mois, mais c'est certain que l'offre va être différente de ce qu'on a connu là, dans l'année passée. Donc, pour le Témiscamingue, le site de Ville-Marie va déménager au centre de santé. Il va être situé à l'ancienne urgence. Donc, au courant du mois d'avril, on va vous informer aussi là, du moment où le déménagement sera fait. Là, puis on va s'assurer que l'ensemble des gens qui ont déjà des rendez-vous, parce qu'on a des rendez-vous quand même d'ouverts pour les prochains mois, qui soient informés là, du déménagement. Et quelle est la raison principale pour laquelle vous avez voulu déménager, peut-être pour un endroit plus grand ou... Oui, en fait, on n'a pas eu le choix d'aller dans un site comme le sud de l'Église. D'ailleurs, on remercie vraiment les gens du presbytère là, qui ont accepté de nous prêter, nous louer cet espace-là qui a permis de bien répondre à la population du Témiscamingue. On devait être en capacité de faire environ 200 vaccinations par jour, ce qui n'est pas possible dans un lieu au centre de santé. Par contre, au sud de l'Église, là, on était très bien servis. De plus, c'était un milieu qui était quand même adapté pour les gens à mobilité réduite pour pouvoir avoir accès à la vaccination. Donc, ça aussi, c'était quand même un critère. D'accord. Et avec le pass vaccinal qui va tomber dans moins d'une semaine, est-ce que tu crains que les gens vont arrêter de vouloir se faire vacciner? Est-ce que tu penses que ça aura un impact? Bien, je crois que ça va quand même avoir un peu un impact. Par contre, les gens qui sont déjà convaincus de se faire vacciner, je crois bien qu'ils vont quand même poursuivre leur processus de vaccination. Il reste quand même que le vaccin d'entrée de base, c'est pour protéger la population. Puis protéger les gens qui ne sont pas vaccinés, parce que plus on se déplace dans des sites où il y a des gens qui fréquentent, donc on a plus de chances de partager le virus, malheureusement. Donc, je crois que les gens qui veulent quand même avoir soit le 2 ou 3 doses vont poursuivre leur vaccination. C'est certain qu'on a beaucoup de gens en Abitibi-Témiscamingue qui ont fait la maladie aussi. Donc, ça fait en sorte que les gens, la dose subséquente est comme retardée de 3 mois à ce moment-là en lien avec la maladie. D'accord. Et dis-moi, au niveau de l'offre des vaccins, c'est lequel que vous offrez en Abitibi-Témiscamingue? Est-ce que c'est le Pfizer? Est-ce que c'est le Moderna? Ou est-ce qu'on peut choisir? Oui, en fait, on a eu une petite période en début janvier où on était un petit peu plus limité avec le vaccin Pfizer, mais on a quand même répondu à l'ensemble des demandes de la population. Donc, en Abitibi-Témiscamingue, le Pfizer et le Moderna sont entièrement disponibles. Ils l'ont toujours été depuis le début. Donc, les gens peuvent avoir le vaccin qu'ils désirent. On a aussi le Novavax qui va arriver d'ici la fin mars au Québec et en Abitibi-Témiscamingue. On n'a toujours pas les consignes d'administration, ça va venir. Mais ça va être aussi un vaccin qui va être disponible, qui va peut-être aussi être intéressant pour des gens qui n'ont pas choisi de se faire vacciner avec un vaccin à ARN messager. Vont pouvoir peut-être y aller avec le vaccin à vecteur viral qui est d'une autre molécule. Merci beaucoup pour cet entretien et d'être venu. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose que je n'ai pas mentionné ou... Voilà. Bien, en fait, j'encourage les gens dans le fond, à prendre rendez-vous. C'est le désir. Notre ligne téléphonique est toujours en fonction. C'est le 1-877-644-4545. Et aussi, les gens peuvent aller directement sur Clic Santé pour prendre rendez-vous en ligne. Et sur le site Internet de l'établissement du centre intégré, l'horaire du sans-rendez-vous est aussi disponible. Il y a aussi du sans-rendez-vous disponible. C'est sûr que en diminuant de site, on aura un petit peu moins d'offres de sans-rendez-vous, mais en même temps, on a moins de personnes qui viennent aussi présentement se faire vacciner. Donc, j'invite les gens. Puis si les gens ont des questions, dans le fond, puis qui ont des craintes en lien avec la vaccination, sachez que l'infirmière qui est présente, qui peut toujours répondre à vos préoccupations. Donc, on vous invite à vous déplacer sur le site pour pouvoir répondre à vos questionnements. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. À l'occasion de la Journée des droits de la femme, Louis-Paul Willis, professeur en études cinématographiques et médiatiques au sein de l'UQAT, nous parle de féminisme, mais aussi de la représentation de la femme dans les médias et le cinéma. Bonjour et bienvenue à TV Témis. Nous sommes aujourd'hui avec le professeur Louis-Paul Willis, professeur à l'UQAT en études cinématographiques et médiatiques. Bonjour professeur. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va très bien, merci vous-même. Super, merci. Et donc aujourd'hui, c'est la journée des droits des femmes. Et pour célébrer cela, j'ai fait appel à vous pour mettre en avant le mouvement féministe et son intégration dans la culture populaire et les médias. Mais est-ce que, avant toute chose, vous pouvez vous présenter et nous parler de vous, vos études? Est-ce que vous enseignez? Oui, absolument. Bon, je suis professeur d'études cinématographiques et médiatiques, comme j'avais bien dit, au département de création et nouveaux médias à l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue. J'enseigne ici depuis 2006.
J'ai des études en études littéraires et en études cinématographiques. Et mes recherches, mes études, puisque vous me l'avez demandé, j'ai écrit au niveau de mes études doctorales, j'ai écrit une thèse qui porte sur l'hypersexualisation des jeunes filles au cinéma. Donc, déjà, en amont de ça, et aussi pendant mes études doctorales, je m'intéressais beaucoup à des questions très pointues en lien avec les études féministes, articulées autour du cinéma et peut-être dans une perspective plus élargie aux médias visuels, audiovisuels autour de nous. Et présentement, depuis 7 ans, dans mes études, dans mes recherches, je m'intéresse beaucoup à tout ce qui touche les études féministes d'un point de vue de notre rapport avec les images qui nous entourent sur un paquet d'enjeux. Il faut savoir aussi que mes recherches ne portent pas exclusivement sur le féminisme, mais les études féministes comptent quand même pour une part importante de mes interrogations sur notre rapport en tant que sujet avec justement les discours médiatiques qui nous entourent. Les cours que je donne à l'UQAT, d'ailleurs, vont beaucoup dans ce sens-là. Donc, je donne des cours de théorie du cinéma, théorie des médias, études des perspectives contemporaines en lien avec le cinéma et les médias. Merci. Et du coup, avant qu'on s'intéresse aux médias spécifiquement, est-ce qu'on peut replacer le féminisme dans le contexte de l'Abitibi-Témiscamingue, du Québec et du Canada? Oui, absolument. C'est sûr que je ne suis pas un expert sur les enjeux féministes vraiment régionaux. Par ailleurs, j'ai déjà été appelé à intervenir il y a quelques années sur un rapport qui était sorti concernant l'équité salariale, par exemple, et l'équité professionnelle entre les sexes. Il y avait un rapport très, très laborieux, là, très, très allongé, très étoffé sur les différents rapports entre les sexes, entre les genres, dans les différentes régions du Québec. Et en Abitibi, bien, on a quand même une dynamique qui nous est particulière, puisqu'il y a quand même beaucoup d'emplois dans le secteur minier, qui est un secteur où on a quand même des emplois payants. Et ce sont des emplois qui sont non pas exclusivement, mais quand même majoritairement occupés par des hommes, alors que, comme partout ailleurs au Québec, on a certains corps de métier ici en Abitibi-Témiscamingue qui sont quand même très spécifiques aux femmes. Je pense surtout, par exemple, à tout ce qui touche les sciences infirmières, les enseignantes dans les écoles primaires et secondaires. Ce sont majoritairement des femmes, surtout au primaire. Là. Au secondaire, il y a quand même un peu plus d'hommes. Donc, ces métiers qui sont traditionnellement occupés par des femmes ont tendance, malheureusement, quand même à souffrir d'un certain retard par rapport au salaire. Si on se compare aux autres provinces canadiennes, au Québec, on ne paye pas très bien nos infirmières, nos professeurs, nos enseignantes. C'est très déplorable. Et personnellement, c'est sûr que d'un point de vue féministe, je mets beaucoup ça sur le dos du fait que ce sont des corps de métier qui sont principalement occupés par des femmes. Donc, curieusement, avant la pandémie, parce que là, soudainement, avec la pandémie, évidemment, on peut voir que ce sont des corps de métier qui sont essentiels au bon fonctionnement de notre société et on peine à maintenir quand même une présence adéquate, là, surtout si on pense aux infirmières, mais aussi aux professeurs. Oui. Et donc, au-delà de l'inégalité salariale, vous pensez qu'on a besoin du féminisme pour d'autres raisons, toujours en 2022? C'est important de conserver. Oui, absolument. D'ailleurs, je le répète, c'est sûr que tout ce qui est question d'enjeux plus sociologiques, l'équité salariale, ça, c'est pas du tout mon champ de recherche. Je sais que dans plusieurs secteurs d'activité, qu'on soit homme ou femme, moi, à l'université, mes collègues, qu'ils soient masculins ou féminins, on est tous dans la même convention collective. Il n'y a pas d'inégalité salariale. Il pourrait y avoir une inégalité de chance d'accès à l'emploi, mais ça, c'est tout autre enjeu. Alors, on a besoin. Est-ce que cet impact sur nos portefeuilles, vous pensez que nous, ici, en Abitibi-Témiscamingue, on va le voir tout de suite, ou ça va être plutôt quelque chose qui va être graduel? Perspective de recherche, c'est vraiment tout ce qui touche la représentation de la masculinité et de la féminité dans les médias autour de nous, que ce soit au cinéma, dans la télévision, dans la pub, le vidéoclip, bref, tout ce qui compose notre paysage médiatique. Il y a encore des enjeux vraiment importants de disparité
dans la représentation, surtout dans la représentation des dynamiques de pouvoir, les rôles, si on pense au cinéma, les rôles prépondérants là, de protagoniste, le héros du film, va plus souvent qu'autrement être un personnage masculin. Quand c'est un personnage masculin, ce héros-là va faire avancer le récit, il va porter la responsabilité. Bon, c'est là, on peut penser par exemple aux films de super-héros qui sont très populaires d'ailleurs présentement, ou même aux films d'action au sens plus large. Le héros masculin, ben, il a la charge très imposante de sauver la nation, sauver le bien public, sauver la famille, sauver sa paternité, sauver les enfants et la femme. On a bien entendu des héros féminins et on en a de plus en plus. Mais les héros féminins ne vont pas être présentés, ou plutôt représentés, de la même façon. Une emphase beaucoup plus grande va être accordée à son apparence, qui va généralement concorder avec certains canons de beauté qui sont prédominants dans notre culture. Elle va généralement être plus jeune que sa contrepartie masculine. Il y a un paquet d'enjeux comme ça qui font en sorte que, finalement, au dernier regard, ce qui arrive dans notre paysage médiatique, c'est qu'il y a encore une très grande disparité en amont de la production. C'est-à-dire que les réalisateurs, les producteurs, ce sont prédominamment des hommes. Il y a des femmes qui font du cinéma, il y en a de plus en plus et il faut s'en réjouir, mais il y en a encore trop peu. Elles sont encore minoritaires. Et là où elles sont encore plus minoritaires, les femmes, c'est dans les corps d'emploi qui touchent la scénarisation. Donc, les gens qui écrivent les scénarios qui vont devenir les films, les émissions de télé, etc., que nous consommons. Là, on parle d'un taux de peut-être 10 de scénaristes qui sont des femmes. Sauf que le scénario, c'est un peu la fondation du récit. Bien sûr. Alors, comme moi, j'aime souvent dire, nos récits présentent avant tout des désirs qui sont conjugués au masculin. Alors, c'est là où il y a une grosse disparité encore. Donc, si je vous comprends bien, les histoires d'héroïnes des femmes sont racontées par beaucoup d'hommes. C'est eux qui ont écrit l'histoire des femmes. Et deuxièmement, les héroïnes féminines sont de plus en plus présentes dans le cinéma et les médias, mais elles sont stéréotypées. Oui, elles sont représentées de façon stéréotypée, suivant les critères de beauté que la norme, que l'on, vous savez, mince, jeune, inférieure à l'homme. Oui, souvent, c'est moins flagrant que ce l'était. Un des écrits les plus importants sur cette question-là date des années 70. C'était une Britannique qui avait écrit un article qui, on en parle encore 40 ans plus tard, un article qui accusait justement la représentation de la féminité à l'écran d'être avant tout portée sur l'érotisation des corps. Donc, les femmes à l'écran avaient tendance à l'époque à avoir une présence qui servait avant tout à incarner l'objet de contemplation. À faire joli. Oui, être jolie, être un peu l'objet du spectacle et surtout l'objet du désir du héros masculin, mais aussi du spectateur masculin. Et ça revient à cette idée que je mentionnais il y a quelques instants à peine, cette idée selon laquelle les désirs et les fantasmes dans nos médias sont avant tout conjugués au masculin. Alors aujourd'hui, c'est une problématique qui demeure. Elle est quand même un peu moins flagrante qu'elle pouvait l'être là, il y a 40 ans, lorsque on a commencé à poser ces questions-là dans le domaine des études cinématographiques, l'étude des médias. Sauf que on est loin de la coupe aux lèvres parce qu'il y a encore vraiment des problématiques de disparité. On pourrait sortir des exemples. Je pense, d'ailleurs, je ne l'ai même pas encore vu, mais le film sur Gustave Eiffel, qui est à l'affiche présentement, a été très critiqué justement pour ça, parce qu'il y a cette disparité dans l'âge de protagoniste masculin. Bon, je ne sais plus à quel âge, peut-être 40-50 ans. Et l'actrice qu'on a pris pour incarner sa conjointe a peut-être 20-30 ans. Et pourtant, elle joue le rôle d'une femme d'une, je sais pas, peut-être 45 ans. Je ne veux pas dire de folie, je n'ai pas vu le film, mais j'ai lu
les réactions sur le film, parce que c'est le genre de truc qui m'intéresse énormément. Donc, on a encore ce genre de problématique qui persiste encore aujourd'hui et qui fait en sorte que finalement, les idéaux que nous construisons en tant que société, les idéaux de masculinité et de féminité sont encore très, très polarisés. La masculinité va avant tout être orientée sur l'action, régler le problème, régler le conflit, sauver peu importe ce qui a besoin d'être sauvé selon la nature de l'histoire qu'on nous raconte. Le personnage féminin va généralement avoir un rôle plus secondaire, beaucoup orienté sur la beauté, l'érotisation, etc. Elle va de plus en plus quand même occuper un rôle de héros féminin, si on peut le dire ainsi, sauf que son héroïsme ne sera pas du tout mesuré selon le même critère que l'héroïsme du personnage masculin. Alors là, on peut se dire, mais à quoi ça sert de poser ces questions-là? C'est juste du cinéma, c'est juste de la télévision. Sauf que c'est là où je m'interpose en disant ce n'est pas que du cinéma, ce n'est pas que de la télévision, parce que nous, en tant que sujet, vous, moi, tout le monde, les gens qui nous écoutent, nous forgeons nos propres identités à partir des images qui nous proviennent de l'extérieur. Alors, qu'est-ce que c'est que d'être femme aujourd'hui? Qu'est-ce que c'est que d'être homme aujourd'hui? Et ces idéaux-là, bien, ils sont construits. C'est pas quelque chose qui est inné. Comme de Beauvoir le disait, on connaît tous la citation, ou presque, là, on ne naît pas femme, on le devient. C'est la même chose pour les hommes, on ne naît pas homme, on le devient, mais on le devient de façon très disproportionnée. Parce que ce qui fait que je vais devenir femme versus devenir homme, comme je le disais tantôt, ça ne se mesure pas selon les mêmes critères. Et pourtant, c'est ça qui va jouer un rôle prépondérant dans ma propre identité sexuelle. Ce sont ces images que je consomme, finalement. Oui. En fait, c'était vraiment un reflet de la société dans laquelle on vit. Et on le voit dans tous les médias qu'on consomme, en fait. Absolument. Et donc, comment commencer à questionner ces représentations? Par exemple, vous parlez peu de femmes écrivent les films, du coup. Est-ce que vous pensez que si davantage de femmes écrivaient ces films, on aurait moins de problèmes de représentation? Je crois que ce serait un excellent point de départ. Nous, à l'UQAT, on forme des futurs artisans des médias. On a une bonne représentation là, d'une année à l'autre. Il y a beaucoup de jeunes femmes et de jeunes hommes qui évoluent dans nos programmes. Et j'aime à croire qu'un jour, on va arriver à une meilleure parité, surtout au niveau de la scénarisation, mais même au niveau de la réalisation, de la production. Il y a quand même, il y a plus que 10% des réalisateurs qui sont des réalisatrices, mais on n'est pas à 50%, on est peut-être à 30%. Alors, c'est mieux qu'il y a un certain temps, mais on est loin de la parité. Et pour revenir à votre question, c'est sûr, parce que c'est sûr que au niveau de la scénarisation, ça joue un rôle crucial. Parce que dans le fond, quand on raconte une histoire, on articule un désir dans une histoire. Quand on va au cinéma, on va voir un film, il y a toujours une situation qui va générer chez nous, le spectateur, mais aussi chez les personnages, un désir d'une résolution X, un désir que telle relation, telle tension sexuelle, parce qu'il y a souvent des tensions sexuelles entre les personnages, on veut que ça s'accomplisse ou pas. Sauf que ces désirs-là qui nous sont représentés présentement dans les récits qu'on consomme, bien, ce sont des désirs qui sont conçus d'un point de vue presque exclusivement masculin. Oui. Alors, c'est sûr que si on avait une parité de plus ou moins 50% d'hommes et de femmes qui écrivaient les scénarios, on aurait une meilleure disparité, une meilleure représentation des différents désirs et non toujours le même point de vue prédominamment masculin. Et là, on ne rentre même pas dans la question des orientations sexuelles qui sont tout aussi problématiques là, dans la représentation. Bien sûr. Et donc, est-ce que vous considérez que le mouvement féministe maintenant a de plus en plus sa place dans les films, dans les médias? Est-ce qu'on voit des acteurs du mouvement qui se battent justement pour améliorer la représentation? Ou au contraire, est-ce que les discours antiféministes sont toujours bien présents dans le cinéma et les médias? Je répondrais oui aux deux. Il y a des avancées qui se font, il y a
on peut passer même dans les médias sociaux numériques toutes ces différentes vagues de dénonciation qui ont quand même fait bouger les choses, qui font en sorte que les environnements sur les plateaux de tournage, autour des différentes étapes de production sont déjà et vont être portés à être de plus en plus, comment dirais-je, imputables à toute forme de comportement inadéquat là, en lien avec les rapports entre les hommes, entre les femmes et tout ce qui touche les agressions, les différentes formes de violence sexuelle. Maintenant, est-ce que le sentiment anti-féministe existe? Je crois que oui, je crois qu'il se porte même très bien. On se trouve peut-être victime, dans une certaine mesure, du fait que, finalement, en tant que société, on n'est plus où nous étions il y a 50 ans, où c'était beaucoup plus vrai qu'aujourd'hui que les hommes et les femmes ne pouvaient pas aspirer au même rêve, finalement. Aujourd'hui, il reste des corps de métier qui sont plus densément occupés par l'un ou l'autre des sexes. Sauf que c'est plus vrai que les femmes peuvent devenir ingénieurs, elles peuvent travailler dans les mines. Je parlais des mines tantôt. Elles ne le font pas beaucoup. Et il n'y a pas beaucoup d'hommes qui vont enseigner à l'école primaire. C'est bien vrai. Donc, mais tout ça pour revenir à la question, je m'ai parlé, désolé. On est peut-être, dans une certaine mesure, victime du fait qu'en tant que société, on est quand même un peu plus égalitaire qu'on l'était il y a une cinquantaine d'années. Alors, pour plusieurs, il n'y a plus lieu de se questionner. On a gagné, ça y est, au Québec, les hommes et les femmes sont égaux. Sauf que, et ça génère un certain ressac face aux revendications féministes, dont celle que j'exposais tantôt, qui touche vraiment plus spécifiquement les médias. Ce ressac-là, il est regrettable, il est même dans une certaine mesure dangereux parce qu'il nous fait croire que tout va bien dans le meilleur des mondes, alors que c'est faux. Et on a souvent tendance à taire dans le cadre de ces revendications, disons, plus masculinistes. On a souvent tendance à taire des problèmes qui persistent dans des environnements comme, je ne sais pas moi, le travail du sexe, la pornographie. On regarde la pornographie, qui est un enjeu important dans l'étude des médias. Bien sûr. Il y a des gros problèmes, là. On l'a vu avec les différents scandales des dernières années là, avec Pornhub là, qui diffusait de façon complètement impunément là, des vidéos d'agression, de pédophilie, etc. Mais si ça, c'est diffusé, c'est qu'il y a un auditoire pour ça. S'il y a un auditoire pour ça, c'est que finalement, on a des sérieuses questions à se poser en tant que société. En tant que société, comment est-ce qu'on définit justement notre rapport à la masculinité, à la féminité? Ça revient toujours un peu pour moi à ces questions-là. Oui, je vous comprends. En gros, c'est pas parce qu'on a eu du progrès que maintenant il y a un semblant d'égalité que tous les problèmes sont résolus. D'où l'importance d'avoir une journée des droits de la femme tous les ans. Karine Bergeron a été nommée au poste de directrice du parc national d'Opémican. Elle succède à Ambroise Lick, qui a occupé le poste de directeur du parc d'Aiguebelle, mais aussi du parc d'Opémican ces 2 dernières années. Rencontre avec ses amoureux de la nature. Bienvenue à tous les deux. Merci. Et d'abord, félicitations à toi, Karine. Tu es nouvelle directrice. On est fiers. Merci beaucoup. Est-ce que tu peux te présenter tout d'abord en revenant sur ton éducation, ton parcours professionnel et comment tu as fini par travailler pour la CEPAC? Oui, certainement. Moi, en fait, ça fait 4 ans et demi là, que je travaille pour le Parc national d'Opémican. Puis avant ça, j'ai beaucoup travaillé dans le domaine du service à clientèle, l'interprétation du patrimoine aussi, là, superviser des équipes qui font des visites guidées. Ce qui m'a amené à travailler dans ce domaine-là, par mes études, moi, j'ai fait un baccalauréat en histoire à l'Université Laval à Québec, puis j'ai fait ma maîtrise en histoire à l'Université d'Ottawa avec une spécialisation en histoire autochtone. Puis pendant mes études, j'ai travaillé comme guide d'interprète là, à chacun de mes étés. Puis à la fin de mes études, j'ai obtenu le poste de gestionnaire d'un programme là, qui donnait des visites guidées à l'extérieur sur la colline du Parlement à Ottawa. Puis j'ai travaillé là pendant 7 ans environ. J'ai resté 10 ans en tout à Ottawa. Puis en 2013, là, je suis revenue en région.
Je savais en 2013 là, que le parc national d'Opémican était en création. D'ailleurs, la loi créant le parc là, a été passée en 2013. Puis je m'étais dit, le jour où un poste de responsable service à clientèle va ouvrir au parc, ça va être mon poste. Ça s'est concrétisé là, en septembre 2017. Là, le poste a été affiché, puis j'ai obtenu le poste en effet. Puis je suis là depuis. Là, au départ, là, c'est ça, j'étais responsable des services à clientèle et des services administratifs. Puis, par la suite, là, j'ai eu le poste de responsable des opérations là, pendant les 2 dernières années. Puis, je travaillais étroitement là, avec Ambroise, là, qui, lui, à ce moment-là, était directeur d'Opémican et du Parc national des Guebels aussi en Abitibi. Puis là, je viens d'être promue au poste de direction. Donc, c'était un chemin vraiment planifié. Est-ce que tu avais planifié de devenir directrice? Tu y pensais? C'est une ambition que j'avais dans ma carrière, d'un jour peut-être accéder à un poste de haute gestion. Mais honnêtement, je ne pensais pas que ça l'arriverait si rapidement. Parce que, premièrement, Ambroise était là, puis on travaille bien ensemble, puis je ne m'attendais pas à cette opportunité-là si vite que ça. Puis là, quand ça s'est présenté finalement cet automne, je me suis dit, c'est peut-être ma chance. Puis avec mon background, là, quasiment une 20aine d'années là, en gestion d'équipe, de travailler avec le service aux visiteurs, l'expérience employée aussi qui est important, je me suis dit, je pense que je suis prête. Puis je le voulais aussi. Oui. Donc, je me suis préparée comme il faut pour mes entrevues. Puis je n'ai pas laissé la chance à mes gestionnaires. Vous étiez nombreux à candidater? De ce que j'ai su, on était une 15aine de personnes dans la compétition. Là, ils ont reçu une 15aine de CV là, pour le poste. D'accord. Puis c'est ça, je ne les ai pas laissé de chance. J'ai performé. Puis ça s'est concrétisé dans le bon sens pour moi. Bravo. Oui. Merci. Et du coup, même question pour toi, Ambroise. Est-ce que tu peux revenir sur ton parcours professionnel, tes études si tu en as fait, et comment tu as fini par travailler pour la CEPAC? Oui, un peu à l'image de Karine qui a vraiment évolué au niveau des éléments associés à l'interprétation, tout ça, le parcours historique. Moi, c'est plus le penchant conservation qui a été au cœur de ma carrière à ce jour. J'ai fait mes premières armes, moi, dans un parc, pas un parc national, mais un parc de conservation, une réserve de biosphère de l'UNESCO, donc qui est à Saint-Hilaire, tout près de Montréal. J'ai travaillé là 8 ans. C'est là que j'ai fait mes premières armes comme garde-parc, patrouilleur, guide-interprète. Puis après ça, j'ai été chargé de projet, puis responsable de projet de conservation et tout ça. Je faisais au travers mes études, puis j'ai fait des contrats un peu plus longs avec eux. Et par la suite, je suis venu au Témiscamingue. Donc, il y avait ça 17 ans. Et mon parcours aux études, c'était la biologie. Donc, j'ai un bac en biologie. J'ai fait des cours en environnement à l'Université McGill. Puis, j'ai fait ma maîtrise ici, en Abitibi-Témiscamingue, sur la conciliation de la faune et des activités forestières. Donc, je suis arrivé justement au Témiscamingue pour ma maîtrise. Puis, donc, j'ai laissé le Mont-Saint-Hilaire. Et par la suite, ce qui est arrivé, c'est que j'ai été directeur de l'organisme de bassin versant du Témiscamingue pendant 5 ans, en démarrant cette nouvelle organisation-là qui avait été déployée par le gouvernement à l'ensemble du Québec. Et par la suite, je suis allé travailler un peu au ministère comme biologiste de la faune aquatique. Puis, en même temps, j'ai repris les études. Donc, j'ai travaillé au doctorat. J'ai travaillé au doctorat, justement, toujours dans la conciliation foresterie et faune. C'est mon domaine de spécialisation et d'études. Et là est arrivée l'opportunité, comme Karine, avec la création du parc. Je suis arrivé un petit peu autour d'un an avant Karine, parce que ça a commencé là, au niveau de l'équipe. Il y avait Dany Garot qui était à la direction. Et ensuite de ça, moi, je suis rentré pour tout le volet conservation-éducation. Donc, on a commencé ça, donc tout près de 6 ans, 5 ans et demi. Et les choses se sont développées. Par la suite, j'ai pris aussi le volet maintenance et infrastructure, donc pendant un an. Et par la suite, avec la fusion des 2 parcs qui s'est fait il y a 3 ans, Dany a fait 1 année à faire les 2 parcs. Et ensuite de ça, Dany a quitté la région et j'ai pris le relais. Donc, j'ai pris le relais pour les 2 parcs. J'ai fait 2 ans.
Et ben là est arrivée l'opportunité, là, justement, ça faisait longtemps que je réfléchissais de démarrer à mon compte, de démarrer mon entreprise. Et ben, c'est ce que j'ai fait. Donc, j'ai laissé ma place en novembre. J'ai annoncé mon départ en novembre. Mais les deux parcs, je les ai vraiment à cœur, que ce soit au Pémican ou à Aiguebelle. C'est au Pémican, tu es là avec Karine depuis le début, puis Dani, tu sais, à monter ce parc incroyable-là, qui a un potentiel énorme, qu'on le réalise, tu sais, on le voit tous les jours. Fait que, pour moi, il n'était pas question de dire je quitte le parc de façon précipitée. Donc, j'ai donné beaucoup de temps pour faire la transition. Donc, ça fait tout près de 4 mois. Oui. Donc, là, ben, il y a aussi l'entrée en poste du nouveau directeur à Aiguebelle. Donc, là, les deux directions sont en place. Ben, pour Aiguebelle, elles vont l'être. Ils rentrent en fonction officiellement le 21 mars. Mais pour Karine, ben, c'est déjà le cas. C'est déjà le cas. Donc, ben, je leur assure un soutien jusqu'à qu'on puisse faire une bonne transition. Puis après ça, ben, moi, je démarre mes éléments professionnels que j'ai déjà démarré au travers. Mais voilà. On va revenir sur ton entreprise dans quelques instants. Ben, avec plaisir. Mais est-ce que tu considères qu'avoir 2 successeurs, du coup, sera plus efficace? Parce que tu étais le seul à gérer les 2 parcs. Oui, la structure était différente. Je pense définitivement que c'est une bonne approche que la vice-présidence, en fait, que la CEPAC a prise, de revenir à une direction séparée pour les 2 parcs. On dit séparée, mais il reste encore des liens forts. Puis ça, c'est important. Même la comptabilité va continuer à être partagée entre les 2 parcs, mais aussi, par exemple, au niveau de la promotion, des choses comme ça, les liens vont se maintenir. Ça va de soi. Mais par contre, le fait d'avoir une direction propre, avec la distance, c'était quand même 3 heures de route entre les 2 parcs, avec des acteurs aussi différents. Tu sais, l'Abitibi et le Témiscamingue, c'est deux régions propres qui ont leur réalité très, très différente et tout ça. Donc, ils ont leur couleur et on pouvait très bien le faire avec les 2 parcs. Mais là, en amenant une direction propre, bien, ça va faciliter, je pense, le travail des personnes du parc. Puis, bien, avoir une direction qui est constamment au parc et qui n'est pas à cheval entre les 2. Parce que moi, j'avais, un bureau à Aiguebelle, un bureau au parc de Pémican, un bureau au centre, à Ville-Marie. Donc, ça amène beaucoup de déplacements, ça amène aussi là, une conciliation, puis tout ça. On ne peut pas être aussi près des employés, c'est définitif, parce qu'on est là la moitié du temps. Puis, quand arrivent des urgences, on se monte dans un parc, dans l'urgence comme de faire arriver dans l'autre. Fait que là, souvent, notre temps de réaction est pas aussi, est plus lent. Donc, je pense que définitivement, en revenant à cette gestion-là, propre à chaque parc, je pense que ça va être bon pour les 2 parcs. C'est une volonté de la CEPAC de regarder pour faire certaines fusions d'établissements. Ça a été essayé ici. C'était la première fois que c'était essayé avec 2 parcs qui étaient à une si grande distance. Les autres fusions qu'il y a eu, c'est plus, par exemple, Saint-Bruno et les îles de la Boucherville. Donc, 2 parcs qui sont tout près l'un de l'autre. Donc, là, ça apporte une plus grande facilité. Là, ça a été essayé. Bon, à la lumière des 3 années, le constat a été que c'était mieux de retourner avec une gestion propre. Donc, c'est ce qui a été fait. D'accord. Et donc, Karine, depuis ta nomination le mois dernier, comment ta routine a changé déjà? Qu'est-ce que tu fais de nouveau? Qu'est-ce qui est nouveau pour toi? Oui, en fait, je suis en poste là, depuis lundi, donc c'est vraiment ma première semaine dans ce rôle-là. Puis pour l'instant, là, ce qui a vraiment changé, c'est peut-être certaines réunions là, qui sont davantage là, à un niveau, à une échelle un peu plus grande pour les sujets qui sont abordés, des objectifs stratégiques pour la CEPAC aussi. Là. Donc, c'est vraiment je me retrouve maintenant dans ce rôle-là, vraiment entre la vice-présidence, la CEPAC, là, qui est notre siège social, est à Québec, et mon équipe terrain. Donc, moi, je me veux un peu le porte-parole, justement, de c'est quoi l'objectif de la CEPAC, puis comment que ça se transpose dans la réalité pour le Parc national d'Opémican. Et puis après ça, de partager ça à mon équipe. Là. Donc là, pour cette semaine, je suis vraiment un peu en formation, en réunion, des transferts de connaissances aussi que j'ai besoin là, pour vraiment assumer mon rôle vraiment avec toutes les compétences. Là. Donc, ça a été une grosse semaine chargée, mais c'est quand même bien intéressant là, ce niveau de gestion-là. Puis, c'est le fun aussi de pouvoir discuter avec des directeurs de d'autres parcs, voir ce qui se passe ailleurs. Donc, j'entrevois tout ça avec beaucoup d'enthousiasme. Ouais.
Donc c'est encore tout nouveau, mais Oui. est-ce que tu penses que ton plan d'action sera similaire à la façon dont il dirigeait le parc? Ou tu as beaucoup de nouveautés, tu penses? Non, je pense que ça va se ressembler parce que bien qu'on a un parcours différent, on se rejoint beaucoup dans notre vision de gestion d'équipe, notre vision pour le parc aussi. On s'est toujours rejoint là-dessus. Puis donc, je pense que ça va être une belle continuité. Puis c'est sûr que ça va être à ma façon, à ma couleur. Mais quand même, le plan de développement qui s'en vient, qui se continue pour le parc, la gestion de notre équipe, je pense qu'on se rejoint quand même pas mal. Puis, donc, pour les employés, c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est une continuité, c'est pas un changement d'une nouvelle personne complètement. Ils sont déjà habitués de m'avoir comme point de référence parce que Ambroise, lui, en étant directeur pour les 2 parcs, moi, j'étais responsable des opérations au parc. Donc, j'étais la personne ressource pour les gestionnaires puis pour l'équipe sur le parc. Donc, ça va être une belle continuité, je pense, là, à ce niveau-là. Oui, définitivement. Tu sais, puis Karine a son approche à elle, puis tout ça. Puis, tu sais, elle a des compétences aussi qui sont différentes des miennes par rapport à, tu sais, au niveau de l'histoire, au niveau de tout son volet interprétation sur la colline. Fait que, tu sais, je pense que, on travaillait déjà très, très proche en équipe. Tu sais, puis je pense que la façon qu'on a procédé depuis le début de la création du parc, avec Dany, les équipes de gestionnaires, tout ça, ça a beaucoup été une approche consensuelle. De dire, ça n'a pas été une approche de dire, bon, on fait ça, on y va, là. On travaillait ensemble, on réfléchissait, on challengeait, puis, OK, bon, oui, on prend cette direction-là. Puis ça se faisait aussi beaucoup avec les acteurs de la région. De pas juste dire, nous autres, dans notre parc, on gère notre petite chose, mais de parler aux élus municipaux, de parler aux organismes, par exemple, de tourisme, de parler aux organismes environnementaux, pour essayer justement de trouver une façon cohérente de développer le parc. Puis souvent, en se parlant, c'est beaucoup plus facile, on est plus efficace, puis en même temps, il y a une belle adhésion. Puis c'est ce qui se passe depuis le début avec le parc. On sent, les acteurs de la région, les gens du Témiscamingue, les Témiscamingues, vraiment, ils croient, puis ils viennent, ils sont contents, tout ça. Fait que, tu sais, je pense que ça va aller dans la même direction. C'est ça, exactement. Et est-ce que tu as des priorités actuelles et des obstacles à surmonter? Dans les priorités, là, c'est vraiment, pour cette année, là, c'est de consolider nos opérations. Puis, c'est que le parc, on a eu notre première année d'opération à l'été 2018. Puis, ça l'a vraiment l'attrait pour les visiteurs, ça l'a vraiment monté en flèche dès le départ. On a été rapidement très, très occupés. L'achalandage, on était assez surpris. On était prêts. Puis ça l'a paru. Justement, les visiteurs étaient très satisfaits. On a des hauts taux de satisfaction. Mais pour l'équipe qui est en arrière-scène, disons, ça fait qu'on a souvent géré au fur et à mesure qu'on avait des situations. On a peut-être manqué parfois un peu de temps pour prendre le temps de s'assire, de faire des beaux plans d'action procéduriers, de vraiment organiser nos méthodes de travail. Et puis là, je pense que cette année, là maintenant, on a 4 étés derrière la ceinture. Je pense que là, on est prêt là, à se rasseoir puis à vraiment développer nos outils là, et à être moins en réaction à ce qui survient. Donc ça va être une des premières priorités. Puis à travers ça, qui est un peu un obstacle, c'est qu'on doit réapprendre à avoir une charge de travail qui est soutenable. Parce que justement, avec le développement, l'ouverture du parc, on s'est retrouvés à travailler vraiment de façon intense, faire plusieurs heures. On est des passionnés aussi, on l'a à cœur, notre parc. Donc, on a travaillé la pédale au fond. Puis là, je pense que c'est le temps un peu là, de changer de vitesse. Puis je pense qu'on est prêt aussi parce que quand même, nos opérations sont quand même assez bien rodées. Là, on est prêt là, de changer de vitesse puis un peu ralentir le rythme pour pas que nos équipes s'essoufflent trop rapidement. Là. Bien sûr. Fait que ça, c'est un défi puis c'est une de mes priorités aussi pour cette année. Là. D'accord. Et donc, vous êtes en pleine période de recrutement, j'ai vu. Exact, oui. Tu peux me parler des postes un peu qui sont disponibles? Combien de personnes vous recherchez? Pour combien de temps et quelle période? Oui, bien en fait, on fait du recrutement à 2 niveaux. On recrute pour l'équipe terrain, puis aussi pour l'équipe de gestion qui va travailler avec moi. Donc, pour l'équipe terrain, on a des postes de garde-parc, patrouilleurs,
garde-parc naturaliste aussi, un poste des préposés à l'accueil, des préposés aux opérations terrain qui s'occupent un peu plus de l'entretien extérieur, préposés aux services collectifs aussi pour l'entretien des bâtiments, les ménages des prêts à camper après que les visiteurs quittent. On cherche un poste d'agent de bureau aussi, qui va être un peu le bras droit de toute l'équipe de gestion, mais aussi le point de référence au niveau administratif au parc là, pour l'équipe. Puis ça, en fait, souvent, nous, on offre la formation pour ces gens-là. Et puis, en gros, tout poste confondu, là, ben, ça prend des gens qui aiment le travail d'équipe. Parce que tous les services, on travaille étroitement ensemble. On est une petite équipe, là. On est 25 employés. Donc, on travaille étroitement ensemble. Ça fait que ça prend des gens qui n'ont pas de misère là, à travailler en équipe, qui n'ont pas peur de la nouveauté aussi, parce qu'au quotidien, avec le service à clientèle, il y a souvent plein de choses qui se produisent. Donc, ben, c'est ça qui est le fun, parce que oui, des fois, les emplois peuvent être un petit peu routiniers, mais au courant de la journée, il y a plein de situations qui se produisent, que ça fait en sorte que finalement, on ne voit pas la journée passer, puis c'est déjà l'heure de retourner chez nous. Donc, voilà pour les postes terrain. Après ça, on recherche aussi au niveau de l'équipe de gestion, un responsable des services à la clientèle. Cette personne-là s'occupe vraiment de l'équipe de préposés à l'accueil, donc de recevoir les clients, de les diriger vers leur site de camping, de faire des réservations au téléphone ou en personne, s'occuper de la location de nos équipements aussi au parc. On loue des vélos, des canots, pédalos, des choses comme ça. D'accord. Donc, puis aussi, cette personne-là est en charge de la boutique et du dépanneur qu'on a dans nos centres de visiteurs. Donc, puis il y a un volet un petit peu marketing, promotion du parc au niveau régional aussi là, pour cette personne-là. Par la suite, on cherche un responsable de la maintenance et des infrastructures. Cette personne-là est en charge de l'équipe qui s'occupe vraiment de l'arrière-scène du parc. Donc, tous les gens qui sont à l'entretien des terrains, à s'occuper de la réparation de nos équipements, les gens aussi qui font tous les ménages des prêts à camper. Donc, c'est une équipe, là, cette personne-là supervise environ 8 personnes. Ça prend des connaissances là, un peu en entretien de bâtiments, entretien de route, des choses comme ça. Mais encore une fois, nous, sur place aussi, on s'occupe de former la personne là, pour qu'elle puisse bien prendre en charge son poste. Puis par la suite, je cherche un coordonnateur à la conservation et à l'éducation. Cette personne-là s'occupe des volets vraiment liés à la conservation. Donc, va superviser le garde-parc du technicien du milieu naturel. Donc, des projets aussi de suivi environnementaux, vérifier les indicateurs au niveau environnemental. Puis, s'occupe aussi de tout le volet, plus de l'application de la réglementation dans le parc. Donc, cette personne-là va superviser les gardes-parcs patrouilleurs qui font le tour de notre parc là, pour s'assurer que les visiteurs respectent nos règles puis qu'il n'y a pas rien de particulier qui se passe. Puis aussi, le volet éducation, qui est vraiment là, toutes les activités découvertes qu'on offre aux visiteurs avec nos gardes-parcs naturalistes. Donc, c'est quand cette personne-là va coordonner toutes ces activités-là là, de cette équipe-là. D'accord. Beaucoup d'opportunités de travail. Oui, tout à fait. En ce moment, là, je pense qu'on a peut-être 10 postes différents là, d'affichés. Puis, c'est ça, pour certains des postes, là, on cherche 1 ou 2 personnes, dépendamment du poste en question. Puis, c'est ça. Donc, c'est des postes là, souvent saisonniers de mai à octobre. D'accord. Il y a quand même des étudiants qui voudraient appliquer, là, si c'est possible. Là, entre autres, pour l'horaire, là, ça cadre bien là, pour les postes de préposés à l'accueil ou les postes de journaliers. C'est parfait pour les étudiants. Puis aussi, moi, j'invite vraiment les gens qui voudraient travailler à temps partiel à nous faire signe. C'est sûr qu'on a de la place pour eux, là, surtout en période de pénurie de main-d'œuvre. Donc, si on est capable de combler certains trous dans l'horaire avec des gens qui voudraient travailler 2 à 3 jours semaine, il ne faut surtout pas hésiter à pré-retraités, par exemple. Des pré-retraités, là, qui ont du temps libre. Bien intéressant. Là. C'est ça, qui veulent continuer à s'impliquer un peu, à travailler, à voir des gens. Ben, c'est un poste qui est parfait, puis dans un environnement de travail là, qui est incroyable. Là. Rappelle aux intéressés comment on fait pour postuler du coup pour le poste, pour les postes. Oui, bien en fait, j'invite les gens à se rendre sur notre site web au cepac.com/carrière au singulier, donc SEPAQ.com.
parc.com. Puis, rendu là, vous choisissez l'emplacement Parc national d'Opémican, puis vous pouvez appliquer en ligne directement sur notre site web. Et je suppose que tu ne seras pas la seule à décider de l'embauche. Vous êtes un comité à décider tous ensemble? Oui, c'est ça. Donc, avec l'équipe de gestion, on va faire le recrutement. Mais en ce moment, je recrute aussi des membres de l'équipe de gestion. Donc, je vais être appuyée là, par mes collègues en ressources humaines au siège social à Québec là, pour faire les entrevues. D'accord. Merci beaucoup, Karine. Je reviens vers toi, Ambroise, du coup. Oui. Mais je compléterai avec un élément parce que, tu sais, aussi, là, par rapport aux emplois, tu sais, c'est vraiment... Là, on est vraiment en belle position de recrutement, mais c'est des emplois qui sont vraiment fantastiques. Oui, puis Karine disait qu'il y a le volet, des fois c'est routinier comme n'importe quel emploi, mais on travaille tellement dans un environnement magique. Magnifique. Un garde-parc patrouilleur qui arpente le territoire, voit des paysages. Les gens viennent en vacances dans le parc, ben là, tu as la chance d'y travailler. Fait que, c'est vraiment là, des beaux emplois. Puis, c'est avec une belle équipe. C'est le fun. Comme Karine a dit, c'est une petite famille. Là. On n'est pas énormément. Puis, c'est vraiment, vraiment dynamique. Là. Fait que j'invite vraiment les gens à analyser les postes, à venir postuler, puis à joindre la belle équipe. Puis c'est là. Fait que c'est en ce moment. Oui. Maintenant ou jamais. Oui, effectivement. D'accord. Voilà, excusez-moi. Pas de souci. Et en tant qu'ancien directeur, est-ce qu'il y a des accomplissements qui ont été faits dans les dernières années dont tu es particulièrement fier et tu aimerais revenir dessus? Bien, ça a vraiment été un travail d'équipe. Puis je ne veux pas m'attribuer les lauriers, parce que ça a vraiment, tu sais, ça a été avec Karine, avec Dany, avec tous les autres gestionnaires, avec Thibault, avec Yves, avec plein de personnes, Jules, tu sais, qui sont passés avec nous, qu'on a atteint cette belle réalisation-là. Tu sais, c'est sûr, la création du parc, on a été des premières heures tous les deux à partir ça. Ça a été un développement incroyable. T'sais, on a pu orienter plein de choses, y apporter notre couleur, puis tout ça. Fait que, ça, c'est l'élément qui me rend le plus fier. C'est l'élément qui me rend le plus fier définitivement. On a mis beaucoup d'efforts. Puis on a atteint, je trouve, malgré tous les défis, la création du parc d'Opémican, c'est un projet de 36 millions de dollars. Donc, c'est un projet important en région. C'est un projet important pour la CEPAC. Des parcs nationaux, il n'en crée pas à toutes les années. Les derniers, c'est celui du lac Témiscouata, donc le parc de Témiscouata. Puis ça fait de ça 12 ans, 13 ans dans ces eaux-là. Donc, tu sais, on était vraiment... c'est une grosse démarche. À y avoir passé tout ce temps-là, à pouvoir amener notre couleur, tu sais, c'est vraiment un bel accomplissement. Je ne pense pas que je vais revivre ça dans ma carrière. Peut-être, mais je serais ouvert à le refaire, tout ça. Mais tu sais, on voit la paye, c'est de voir justement les visiteurs qui viennent, les enfants qui courent autour, qui utilisent nos programmes éducatifs, qui vont passer au travers un sentier qu'on a vraiment pris la peine de bien tracer pour pas impacter le milieu, mais de l'autre côté, de le faire découvrir de façon exceptionnelle. Fait que tous ces petits éléments-là, là, quand on voit ça au travers de nos visiteurs, ou des gens qui nous reviennent, qui disent « Hey, je suis allé faire le sentier de l'Inukshuk, là. C'est vraiment beau, là. » Puis ça, là, c'est le gâteau. C'est vraiment, là, vraiment. Puis, bien, aussi, dans les 2 dernières années, au niveau de la direction des 2 parcs, ça a été 2 étés, 2 années, très, très, très occupé, très, très, très intense, par la nature même de l'emploi et des deux postes. Mais j'ai quand même le sentiment d'avoir accompli, parce qu'on a eu tout plein de défis. La première, c'est la pandémie, qui n'est pas rien. Il faut adapter nos procédures, il faut se retourner avec un volume de personnes. Tu sais, nous, de notre côté, il faut ajuster. Puis, on a beaucoup, beaucoup plus de personnes. Pour Opémican, on démarrait. Donc, mais dès que la pandémie est arrivée, en 2020, l'achalandage a triplé. Donc, tripler un achalandage d'un coup, avec, comme Karine disait, on a eu une intensité, donc tous nos procéduriers, nos méthodes de travail n'étaient pas encore tous bien définis. Donc, il a fallu beaucoup d'ajustements des employés aussi, et ils ont vraiment bien contribué. Ingabel, c'est la même situation. Eux aussi ont triplé leur achalandage. Ingabel est un parc qui date des années 50, donc qui fait longtemps, mais qui était habitué avec 35 000 jours visite. Et là, on a passé près le 100. On a été chercher le 90 000 du jour au lendemain. Donc, c'est sûr que là aussi, c'est une adaptation. Donc, dans cette
dans cette mouvance-là et tous les autres enjeux qu'on a eus au travers, je suis content parce qu'on a maintenu notre qualité de service, puis la protection de nos milieux. Tu sais, moi, je suis un gars de conservation. Bien sûr. Il y avait, pour moi, c'était primordial de, tu sais, 2 bijoux, là, Aiguebelle et Opémican. Oui, on a beaucoup de monde, mais il ne faut pas que ça se fasse au détriment du milieu. Puis je pense que ça, en équipe, on l'a atteint. On a atteint cette protection-là du milieu, cette mise en valeur-là pour la faire découvrir. Les gens autour là, qui sont venus nous voir, là, les taux de satisfaction sont exceptionnels. C'est 94 là, à peu près pour les 2 parcs. Ouais. Ils n'ont même pas réalisé là, que nous, on pédalait en bas. C'est ça, c'était vraiment l'image du canard. Tu sais. Ils n'ont pas réalisé ça. Nous, par exemple, ben là, on a travaillé fort, puis tout ça, puis on s'est donné avec cœur, avec passion, plein de nos employés, tout ça aussi. Puis on a atteint cet objectif-là. Fait que ça c'est, la création, c'est un gros morceau, mais aussi d'avoir pu traverser cette tempête-là et au final de s'en sortir en ayant une image où les gens venaient nous dire « Wow, je suis venu au parc, ça faisait, par exemple, Aiguebelle, ça faisait 15 ans, 20 ans que je n'étais pas venu au parc. Je suis revenu et j'ai été impressionné par le développement, j'ai été impressionné par la qualité des services et tout ça. Et je ne vais pas attendre 15 ans avant de revenir, je vais revenir l'année prochaine. Donc, même chose pour Opémican. Des gens qui venaient, première fois, c'est donc bien incroyable qu'on ait ça au Témiscamingue. Des gens du Témiscamingue, qui étaient comme surpris de voir la qualité de nos infrastructures puis la qualité de nos paysages. On le sait, Témis, c'est beau. Je veux dire, on est tous vendus de cœur. Moi, ça fait 17 ans que je suis au Témiscamingue, puis le Témiscamingue tatoué sur le cœur. Mais ça, cet élément-là, de dire les gens viennent, le réalisent, ou des gens même qui viennent de l'extérieur qui nous disent « Wow, vous avez quelque chose d'exceptionnel, pas juste au Témiscamingue, mais au Québec, qui se démarque. » Bien, ça, là, pour nous, c'est beaucoup. Fait que ces 2 éléments-là sont pour moi des accomplissements que je suis fier et qu'on a fait vraiment en équipe. Vous avez de quoi être fiers tous les deux, c'est beau. On est bien contents du résultat, en tout cas. Est-ce que vous pouvez nous rappeler les dates d'ouverture des 2 parcs, du coup? Oui, bien pour Opémican, cette année, on va ouvrir le vendredi 17 juin. 17 juin. Oui. Aiguebelle, on est ouvert à l'année. Il y a des périodes au printemps et à l'automne où on est dans l'entre-deux saisons, où on n'a pas de service actif à la clientèle. Il y a 1 mois à peu près, là, à l'automne et au printemps. Par contre, en hiver, on a beaucoup d'activités hivernales. Comparativement à Opémican, Opémican est un parc estival. Donc, c'est vraiment la période d'été. Aiguebelle, c'est un parc à l'année. Donc, l'hiver, on a des glissades sur tube, on a tous nos camps, justement, là, rustiques en bois rond, des grandes boucles de randonnée en raquettes. Donc, beaucoup d'éléments en hiver, justement. Donc, les gens peuvent venir là, dès le camping commence au mois de mai au parc d'Aiguebelle, se termine au mois d'octobre. Et est-ce que tu sais s'ils recrutent également comme Opémican? Ah, définitivement. Ça aussi, merci du point, parce que définitivement, il faut que je pense aussi à Aiguebelle. Mais oui, grosse période de recrutement aussi pour Aiguebelle. Également des postes de gestion. Donc, un poste de gestion qui va être annoncé, justement, le responsable de la maintenance et de l'infrastructure. Un second, en fait, aussi le coordonnateur de la conservation pour Aiguebelle. Le responsable service à clientèle est déjà engagé. C'est une personne qui est là de longue date. Et aussi des postes de première ligne. Donc, même chose là, au niveau des gens pour les ménages, gens pour la patrouille, pour l'éducation. Donc, c'est des beaux postes aussi là, à Aiguebelle. Ce qui est intéressant aussi, puis que je voudrais ajouter, c'est que la CEPAC a toute une série d'avantages pour les employés. Par exemple, quand tu travailles à la CEPAC, tu as accès à tous les parcs nationaux du Québec. Ah, c'est incroyable. Ça donne justement, ça change tout. C'est des petits avantages comme ça. On a, par exemple, des incitatifs. On a un service de navette, par exemple, pour des gens de Ville-Marie, pour Opémican. On essaie de faire le plus possible d'éléments pour, justement, rendre l'expérience intéressante. Oui, voilà. D'accord, merci. Et j'aimerais maintenant que tu me parles du prochain chapitre de ta vie. Ah, Qu'est-ce que tu comptes faire? Tu nous parles d'une nouvelle entreprise, mais aussi que ce soit professionnellement et dans tes hobbies. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Bien, moi, je suis un gars de développement. D'accord. J'ai eu la chance de participer au développement d'Opémican. J'ai eu la chance de participer au développement de l'organisme de bassin versant du Témiscamingue. J'ai développé le club de judo aussi, Judo Témis, qui va bientôt avoir 10 ans. Donc, je suis dans la même veine. J'ai décidé de me lancer en affaires comme consultant en environnement en gestion de projet. Donc,
En quoi ça consiste? Vous allez me dire, là, c'est accompagner, par exemple, ça peut être différentes personnes, ça peut être des municipalités, ça peut être des entreprises, ça peut être aussi des organismes sans but lucratif, ça peut être des parcs, ça peut être plusieurs intervenants des firmes d'ingénierie pour des dossiers associés à l'environnement, principalement au niveau de la biologie. Bon, moi, c'est mon domaine d'études. Conciliation, justement, comment préserver les milieux ou comment, justement, y travailler pour avoir le minimum d'impact. J'ai aussi, donc là, c'est là-dedans que je me lance. J'ai un volet aussi un petit peu plus, disons, avec les technologies, c'est l'avantage. J'ai aussi des contrats qui sont en train de se dessiner à l'extérieur de la région, mais qui me permettent de rester au Témiscamingue. Ça, c'est le meilleur des deux mondes. Par exemple, au niveau d'audit environnemental ou des choses comme ça. Donc, ça commence déjà. Puis, différentes activités d'accompagnement, par exemple, au niveau des agriculteurs aussi. Déjà des contrats qui sont dans ce domaine-là. Donc, mon soutien là-dessus. Et ça me permet, par la même occasion, de poursuivre le développement de tout le volet art martial. Donc, le club de judo, on l'avait maintenu, mais on va augmenter. Justement, il y a des nouvelles personnes en région qui m'apportent du support là-dedans. Donc, ça, c'est intéressant avec un beau bagage. Donc, poursuivre le développement, surtout dans le contexte là, avec le retour de la pandémie. La fin de la pandémie, on l'espère la fin. Le retour des activités plus à la normale. On reprend nos activités. Et aussi, puis ça, on aura sûrement l'occasion d'en reparler bientôt parce qu'on va faire des annonces dans les médias probablement dans les prochaines semaines. Je serai à l'affûche. Oui, ça s'en vient. Je peux pas tout dire, mais je peux dire certains éléments. C'est que avec la pandémie, et malheureusement, au Témiscamingue comme ailleurs en province, il y a eu une recrudescence des cas d'agression. Des cas d'agression particulièrement chez les jeunes. Donc, à la lumière de ce constat-là, qui pour moi est arrivé parce que, c'est dans mon cercle près, j'ai eu des cas et j'en ai été attristé. Et j'ai trouvé, ils sont bien malchanceux qu'il y ait tout ça. Puis, avant la pandémie, j'offrais des cours d'autodéfense avec les organismes, par exemple, le Centre de femmes. J'en ai offert plusieurs ateliers dans les écoles. Puis, les gens aussi m'ont contacté beaucoup avec le retour des activités pour des besoins au niveau des cours d'autodéfense. Donc, à la lumière de tout ça, j'ai approché les organismes communautaires et on est en train de développer, on va l'annoncer, justement toute une initiative massive au niveau des écoles secondaires pour apporter des outils aux jeunes pour se sortir d'une situation qui serait problématique ou du moins ne pas de la prévenir, de ne pas s'y retrouver, mais aussi tout un volet aussi associé au respect des limites de chacun et tout ça. Avec les réseaux sociaux, les choses changent. Avec la pandémie, les choses changent. Donc, comment s'y retrouver là-dedans pour respecter les limites de l'autre, mais respecter ses limites aussi. Donc, c'est un petit teaser, mais c'est quelque chose justement qui va être déployé d'ici la fin de l'année scolaire. Donc, à très, très court terme. Très bientôt, d'accord. Tu n'es plus directeur, mais tu restes très occupé. Je le sais, moi, je suis super actif. Ma mère a dû me gérer bien des années. Là, c'est ma conjointe et ma famille qui doivent gérer mon hyperactivité. Mais je suis un gars de développement. J'aime le Témiscamingue. Je veux rester au Témiscamingue. Puis, on est une région avec un potentiel incroyable. Plusieurs acteurs qui le développent. Le parc Opémican en est un, mais il y en a plein d'autres aussi. Puis, moi, j'y crois, puis je veux y contribuer. Là, ça va être une façon différente que je vais y contribuer. Ce sera par l'entremise du parc d'Opémican, mais par l'entremise d'autres partenaires et d'autres types d'approches. Mais c'est ce qui me motive, moi, dans mes emplois. Super. Je vous remercie tous les deux d'être venus et merci pour cette entrevue. Merci. Merci d'avoir regardé notre émission. On revient chaque semaine avec un nouvel épisode. Je suis Charlotte Waro, journaliste à TV Témis. À bientôt!